excellent réveil à tous et bon café au cas où. Merci de nous rejoindre en ce mardi 30 avril. Oui, nous arrivons au terme du mois d'avril. J'espère que vous allez bien recevoir le mois de mai, qu'il sera un mois ensoleillé et plein de bonnes surprises, pourquoi pas. En tout cas, Mina Abed va nous donner le détail de la météo de cette journée. Depuis le 18 avril, nous célébrons le mois du patrimoine, mesdames, messieurs, et à cet effet, nous avons reçu pas mal d'invités. Aujourd'hui, nous allons mettre en valeur une cheville ouvrière dans le domaine de l'héritage, dans le domaine du patrimoine. Il s'agit des anthropologues et justement nous allons parler du rôle de ces détenteurs de savoir, ceux qui mettent toute la lumière sur notre passé. Et ce sera à travers une personne, donc gros plan, sur le travail de Wiza Galès, je dirais une fourmi, peut-être même une abeille. On verra un petit peu ses préférences tout à l'heure, mais en tout cas, elle fait de grandes foulées dans le domaine de la préservation et aussi de la lecture de notre héritage. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir aussi de retrouver Nassiba Jaïdir et les artistes qu'elle a sélectionnés pour cette matinée dans l'espace mosaïque dédié aux arts visuels. Et bien sûr, les artistes sont connus pour être ceux qui enrichissent et qui un petit peu étoffent ce patrimoine. Nous parlerons aussi d'art autrement. Nous parlerons d'art de 7e art avec Nabil Kitouni par la suite, qui lui aussi reçoit des invités dans le domaine justement du cinéma. Avec lui et ses invités, nous parlerons de ciné-club ce matin, en particulier d'un ciné-club, Cinuvert, et bien sûr ces acteurs seront parmi nous ce matin. Dans cette matinale, nous aurons aussi le plaisir de parler, puisque nous sommes au mois du printemps, nous aurons le plaisir de parler de Dame Nature qui inspire justement tous ces artistes, tous ces détenteurs de savoir. Et bien sûr, pour parler de ceux qui veillent au grain par rapport à Dame Nature, nous avons le plaisir ce matin de recevoir Lamia Slimani, inspecteur en chef des forêts. Elle va nous parler de l'expérience justement dont on a évoqué un petit peu les détails dans d'autres éditions. Il s'agit de l'expérience intitulée My Space is Green. On arrive à la clôture de ce grand programme consacré à la sensibilisation autour de la nature et des espaces verts. Donc tout à l'heure, ce sera l'occasion d'en parler avec notre invité. Mais avant, mesdames, messieurs, plaçons un petit peu le décor pour Mina Abed pour qu'elle nous livre le meilleur des nouvelles du ciel. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Bonjour Mina. Bonjour. Ça va? Ça va. Voilà, le temps mitigé, j'ai l'impression qu'il est en train de se dissiper. Exactement. Un peu plus chaude cette journée, j'ai l'impression. Un peu plus, il fera plus beau qu'hier. Ah, ben tant mieux. Moi, j'adore. Tant mieux. Moi, je suis contente. Emel Haribi aurait dit le contraire. Elle aime bien la fraîcheur. Mais bon, on est contents, vous et moi. Ça va. Ah ben super. Alors, que disent les cartes ce matin? Bonne question, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Eh bien, le taux d'humidité reste plutôt élevé sur l'ensemble des régions côtières. Et il dépasse d'ailleurs les 60% à l'ouest, au centre, à l'est du pays. Et donc, pour cette journée, entre un ciel plutôt dégagé à l'ouest et au centre, passagèrement nuageux sur la partie est avec quelques pluies parfois sous forme d'averses sur les Aurès. Sur la partie sud, le ciel restera voilé en journée vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili, le Sahara oriental, la Saoura, le Nord Sahara et les oasis, avec parfois quelques faibles pluies. Et puis bien sûr du soleil sur la Sahara centrale ou encore le sud-ouest. Les températures de cet après-midi, on montera sur la moitié nord, 23 degrés à Alger, ainsi qu'à Oran, 28 degrés à Tiaret, 24 degrés à Tizi Ouzou, ainsi qu'à Constantine, 19 à Annaba, 22 degrés à Guelma, 32 degrés à Ghardaïa, 28 à Béchar, on sera 38 degrés à Tindouf, Adrar, Ain Salah et enfin 42 degrés. Ce sera la maximale à Port Bedi Mokhtar et Ain Ghazam. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord. Et bien pour aujourd'hui, le ciel restera plutôt couvert, notamment à Montréal, New York, Washington. On notera un petit peu de pluie à Mexico ainsi
nuit qu'à Dallas. Côté Mercure, on attrape 8 degrés. À Chicago, 17 degrés. À Vancouver, 12 à Montréal, 19 à New York, 28 à Miami et enfin 27 degrés à Mexico. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Merci beaucoup, Mina. Merci à vous. Passez une excellente journée. Bonne journée. Mesdames, Messieurs, merci encore une fois d'être avec nous dans Bonjour d'Algérie. Nos premiers invités arrivent tout de suite. Restez avec nous. Je vous le disais tout à l'heure, au début de l'émission, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir ce matin de recevoir madame Slimane Lamia. Slimani, bonjour madame. Slimani ou Slimane? Slimani. Le i n'est pas très apparent ce matin, mais bon, bienvenue quand même. Vous êtes inspecteur en chef des forêts. Oui, merci. Et nous avons eu le plaisir déjà de vous recevoir au tout début justement de tout un programme qu'on a initié justement. Il s'appelle My Space is Green. Oui. C'est bien cela? Là, on arrive à la fin du programme, mais ça n'empêche pas de faire un petit rappel sur ce que c'est. Alors, le programme My Space is Green, qui est dans sa 3e édition, est un programme de sensibilisation et d'éducation environnementale qui est créé par la direction des forêts de la ceinture verte de la wilaya d'Alger et qui se fait en étroite collaboration avec le mouvement associatif et les institutions techniques activant dans le domaine de l'environnement. Et dont l'objectif est de faire passer des messages à chaque station au grand public et particulièrement les enfants qui sont... Les enfants, vous vous basez beaucoup sur l'enfance. Qui sont la future génération. La future génération, ce serait bien aussi de parler aux adultes, hein, parce que certains adultes sont pires que les enfants. Mais là, on essaie de toucher la petite génération qui est la génération future. Absolument. Voilà. Et puis souvent, c'est comme pour la consommation, on passe par l'enfant pour passer des messages, pour obliger peut-être le consommateur à aller vers tel ou tel produit. C'est pareil pour le comportement. Exactement. Alors, le passage de ces messages se fait à travers des activités telles que des ateliers, des concours, des randonnées, des activités sportives, etc. Et généralement, il est animé par le clown à la fin de chaque station qui essaye de passer le message d'une manière, disons, drôle. Ludique et sympathique. Selon le thème selon le thème de chaque station. Voilà, et aussi par rapport à l'âge sélectionné pour cette cible que vous avez eu, les enfants en particulier. Et c'est vrai que c'est très animé. Moi, je sais que j'aime la forêt pour l'avoir sillonnée avec mes propres parents. C'est-à-dire le fait de faire des randonnées, étant petit, ça reste en mémoire, ça reste gravé éternellement. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez vécu ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi le domaine de la foresterie, parce que j'aime bien la nature, j'aime bien tout ce qui est forêt. Alors, j'entame sur le programme. C'est un programme qui s'étale sur les 6 mois de reboisement, disons du mois de novembre jusqu'au mois d'avril.
Très bien. Avril, là, c'est la fin de ce programme. Et Reboisement, et souvent on a vu justement tout un déploiement pendant le printemps en particulier. C'est vrai qu'on dit que les semences sont vraiment, comment dire, elles aboutissent si on s'y prend pendant le printemps. Donc, ça, c'est ce que croient les gens, mais normalement, la période de reboisement se fait à partir du mois d'octobre jusqu'à la fin. donc on peut planter les arbres tout à au long partir de... d'octobre. Oui, oui, bien sûr, c'est... Jusqu'à quelle limite? Jusqu'à mars-avril. Jusqu'en avril. Donc Oui. voilà. Donc finalement, le mars Les gens et croient avril, que- c'est la oui. fin. Donc, Exactement. oui, oui. ma mère attend toujours le mois de mai ou le mois Pour d'avril pour planter, parce changer que les plantes. généralement, pour c'est la déplacer période les plantes. végétative. Là, Oui. c'est la période où les plantes, parce qu'on voit la floraison, les arbres commencent à pousser, les feuilles plutôt. C'est pour ça que vous croyez Oui, que on la voit période de que plantation se tout fait. repousse au Oui. printemps. Tout est fleuri, les champs sont Oui. beaux et fleuris et sentent bon. C'est surtout ça. Moi, j'ai encore l'odeur en plein hiver de la framboise. La framboise, je ne sais pas s'il y a des gens qui font encore de la cueillette de framboise chez nous. Ça existe toujours? La framboise. Ça me manque, par exemple. Je pourrais pas vous dire, mais je sais pas, j'ai pas rencontré. Les actuellement, châtaignes et les framboises, ça m'est resté gravé. les châtaignes, oui, donc, c'est au niveau généralement au plateau, Blida par exemple. Oui. C'est pas au niveau de la wilaya d'Alger. Non, Ici, Alger. oui, oui. Alger est très pollué, il faut le dire quand même. Hein. Heureusement que subsistent quelques poumons. Et sur ces poumons, vous agissez par le biais Exactement, de ces programmes. oui, Donc, on fait... et c'est un programme où justement l'équipe se déplace, c'est itinérant. Voilà, on comme, essaie de action. toucher généralement, on essaie de toucher les bois et forêts qui existent au niveau de la wilaya d'Alger. On fait des journées de sensibilisation un samedi sur deux. Et tout le monde est invité. On fait des activités avec des associations et des institutions techniques, mais tout le monde est invité en fait. Oui. C'est Oui. vrai qu'il y a des aires de repos aussi à Alger, dans l'Algérois, qui ne sont pas connues. C'est-à-dire qu'on passe à côté quotidiennement, mais oui. on ne les voit pas finalement. C'est pour cette Et c'est pour raison. ça que votre programme a permis Oui. de mettre la lumière sur certains endroits. Par Voilà. exemple, je citerai Sidi Yahya. Et à la petite forêt qui était méconnue. On ne pensait pas qu'elle était aussi belle de l'intérieur. Je cite aussi... Et grâce à votre déploiement, ça a été Exactement. Il y a aussi d'autres forêts. Si je cite par exemple la forêt de Khloufi, Oui. ça vous dit rien, mais c'est une très belle forêt. Et finalement, si vous pénétrez là-dedans, vous sentez la fraîcheur, l'air Et pur. ça se trouve où, ça? Boussaria. À Bouzalia. Oui. D'accord. Et c'est vrai, non, c'est pas loin de Aïn Benyen en plus. Oui. C'est vrai que Bouzalia et Aïn Benyen se rejoignent. Généralement, par le biais les d'une gens forêt. connaissent la forêt de Bouchaoui, Oui. de Bainam. Ça, c'est les grandes forêts. Là où il y a des aires de jeu. Généralement, les gens passent leur week-end là-bas. Mais il y a d'autres forêts qui ne sont pas Moins vraiment saturée, connues. je dirais, que celle de Bouchaoui, qui est maintenant très saturée. La forêt de Oui. Bouchaoui, oui. Très, très fréquentée Oui, par elle les est fréquentée familles, par les oui. sportifs, Exactement, oui. par les amoureux de sport équestre. Oui, oui. Voilà, donc, et donc, voilà. Revenons à My Space is Green. Vous disiez que pour cette saison, il touche à sa fin. Donc, comment est-ce que vous avez programmé cette fin? Donc, comment est-ce que vous allez agir pour bien finir cette Après boucle pour avoir la boucler? passé 11 stations dans différents bois et forêts, je disais tout à l'heure, aujourd'hui on va faire une cérémonie de clôture à l'Auberge des Collines. C'est une salle pour remercier les gens pour les efforts des gens qui ont participé durant toute la période de sensibilisation. C'est-à-dire, voilà, on va peut-être les nommer, les associations ont été très présentes. Je cite par exemple IFER, je cite l'AND, l'Agence nationale des déchets, l'ISAMIN, Extranet, les scouts aussi, l'INRF, l'Institut national de recherche forestière, je cite l'Institut technique des cultures maraîchères. Il y a plusieurs associations, il y a au moins 26 associations
qui collaborent avec nous pour ce programme. Je pourrais pas. C'est-à-dire elles-mêmes, elles ont besoin de vous en tant que tremplin et vous avez besoin Oui, d'elles. on travaille en C'est un travail symbiose. collaboratif Oui. qui est nécessaire. Exactement. Eux, ils ont besoin de nous et nous. Il y a même des associations de parents d'élèves Oui. qui ramènent les enfants des écoles. Oui. Excellent. Quel souvenir vous retenez de toute cette expérience MySpace is Green? Y a-t-il des moments forts que vous avez vous-même Alors, appréciés? chaque station a son propre charme. Oui. Sinon, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé la journée qu'on a fait à Bainam. Une journée de sensibilisation qui portait sur le thème de maladies et ravageurs. Et là, on a fait une randonnée avec les enfants et on a fait une randonnée et en même temps, on a expliqué aux enfants les maladies et ravageurs qui attaquent les forêts. Et les enfants étaient très intéressés. On les a vus sur les images à l'instant, très très curieux de voir dans les feuillages. Aussi, ça m'a parce que l'AND aussi a fait deux sports qui m'ont vraiment intéressée. Un sport, le premier qui s'appelle le plugging. Oui. C'est un nouveau sport qui on fait la course tout en ramassant les ordures. Et la deuxième, ça s'appelle trash tag forêt ou je sais pas. On prend une photo de la forêt, d'une forêt sale. Après, on nettoie et on fait après. Oui. C'est pas mal. Et c'est vrai. Et après, on poste ça sur les réseaux sociaux. Exactement. Et ça fait comme ça une banque de matière intéressante, encourageante aussi pour les initiatives justement louables des Exactement. Personnes. La dernière station, c'était en mois de mars. Challenge. Voilà. On me l'a soufflé à l'oreille à l'instant. La dernière station était sur une journée de sensibilisation sur les feux de forêt. Oui. Là, on a fait une simulation pour une simulation des feux de forêt et on a fait comprendre aux gens que les gens l'homme forestier est le premier qui essaie d'éteindre les feux de forêt, chose que les gens ne le savent pas. Oui, on voit le sapeur-pompier là qui est justement face à ces feux ravageurs et c'est vrai que parfois il n'est pas sur place et il faut avoir les bons réflexes, donc c'est bien de transmettre à la jeune génération et aux adultes aussi qui entourent cette jeune génération les premiers réflexes à adopter en cas de feu de forêt et comment éviter. En fait, et c'est surtout la sensibilisation. Là, je lance un appel aux gens qui visitent les forêts. Je veux leur dire d'abord de laisser la forêt propre et éteignez vos cigarettes. Ne laissez pas vos barbecues c'est pas intéressant d'aller vers une forêt. C'est censé être un lieu d'oxygénation et au lieu de s'oxygéner, on s'étouffe avec la cigarette. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais les fumeurs. Bah oui. On vous souhaite bon courage. Ramadan arrive à grands pas. Ça va être Saharmdan également. Mais pour les fumeurs, ça va être pénible d'avoir une longue journée sans cigarette. Ce sera peut-être une bonne occasion de décrocher, mesdames et messieurs. Voilà. Donc voilà, c'est toujours bon de le rappeler. C'est la saison de l'été, les chaleurs vont arriver. Donc vraiment, il faut avoir de bons réflexes, de ne pas jeter les matières inflammables, de ne pas jeter aussi tout ce qui peut provoquer un feu de forêt, c'est-à-dire un brin de verre ou voilà, c'est tout ça. Voilà. C'est bien ça. Merci beaucoup. Merci infiniment Slimani Lamia. Je rappelle que vous êtes inspecteur en chef des forêts. À travers vous, on salue toute l'équipe des forêts. Et puis merci à vous de nous aider à maintenir cette verdure et ces poumons dans les différentes wilayas d'Algérie. Merci infiniment. Et puis restez avec nous. Je vous le disais, nous sommes au mois du patrimoine. On parlera de patrimoine dans un petit moment avec la présence
d'une chercheure en anthropologie. Mais avant, laissons justement la parole à Nassiba Djaidir, c'est son espace, à présent Mosaïque, et ses invités, c'est pour tout de suite. Mais avant, parlons un petit peu du musée Mustapha Pacha, ce joyau, ce bijou de la Basse-Casbah, qui abrite une exposition permanente que vous pouvez visiter à tout moment. Il s'agit d'une exposition de calligraphie et dans le menhir de miniatures également. Une mémoire bien enracinée
C'était un beau voyage au cœur du palais Mostafa Bacha et c'était justement un reportage signé Nassiba Jaïdir qui est là d'ailleurs. Bonjour Nassiba. Bonjour Adia, bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver. Un beau voyage au Autant pour nous. palais Mostafa Pacha. Elles sont belles ces miniatures. C'est une exposition permanente, donc on retrouve de la calligraphie, l'enluminure, de la miniature. Très belle exposition à visiter. C'est beau tous ces détails. Si vous vous retrouvez du côté de la place des Martyrs, on a le Bastion 23, le palais des Raïs, il y a le palais Mostafa Pacha. Les ATP, les ATP, des arts et traditions populaires. C'est vraiment un quartier culturel. Absolument, tout à fait. Et là, nous sommes en plein mois du patrimoine, donc ça s'y prête. Ça s'y prête. Les petits voyages dans les dédales de la Casbah, c'est magnifique. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Absolument. Voilà, alors aujourd'hui, l'actualité fait que nous avons deux invités qui vont nous parler de leurs activités respectives. Amel Mihoub, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être des nôtres. Merci. Bienvenue. Vous avez une actualité cette semaine. Dans un petit moment, nous allons revenir sur votre actualité. Oui. Accompagné de Mohamed Smara, artiste peintre, plasticien, qui nous vient de Ain Defla. Voilà. Qu'on a eu le plaisir de recevoir il y a quelques temps de ça. Peut-être. Il y a un an, plus d'un an à peu près. Voilà. Vous exposez actuellement à la galerie Mohamed Hassim depuis une semaine environ. Voilà, depuis 23. Depuis le 23, samedi dernier a eu lieu le vernissage. Voilà. Vous exposez vos œuvres d'art. Vous êtes professeur en éducation, professeur et inspecteur en éducation artistique à Ain Defla. Donc, vous partagez votre passion avec les lycéens, les collégiens, votre savoir-faire aussi. Et vous exposez donc depuis quelques jours à la galerie Mohamed Hassim, une belle galerie qui a pignon sur rue. Oui, à l'occasion, bonjour tout le monde. Bonjour. À l'occasion, j'invite surtout les habitants d'Alger qui sont prêts de visiter cette exposition qui contient pour l'instant 31 œuvres, toujours sur le côté rituel algérien. D'accord. Vous avez une trentaine d'œuvres exposées qu'on a eu plaisir de découvrir il y a quelques jours avec l'équipe qui m'accompagnait. Ouais. Alors, votre exposition, vous êtes dans votre champ de créativité, votre thématique, c'est la thématique, c'est méditation. Oui, méditation. Mais la lettre, c'est le tifinaire qui est très présent. Qui est dominante, oui, qui est dominante. La lettre, les symboles, les sigles, tout ce qui hérite, quoi. D'accord. Ouais. Et vous faites des recherches, vous nous faites remonter dans le temps au travers de cette exposition. Sans doute. Enfin, mon message, c'est pour dire aux Algériens que l'Antassili, l'Algérien en général, il est venu de loin pour valoriser ces rites et ces traditions. Je m'inspire je prends comme plateforme tout ce qui est culture algérienne, quoi. D'accord, donc la lettre est très présente. Ah oui. Que ce soit la lettre berbère, le tifinaire. Tifinaire en général. Il y a aussi, vous introduisez aussi des lettres arabes. Arabes, oui. Et d'autres lettres aussi. J'essaie de faire cette fusion entre la lettre arabe et le tifinaire, beaucoup plus. Même les civilisations qui sont passées par l'Algérie, par cette terre, moi je vois qu'il y a une ressemblance entre le tifinaire, l'arabe, surtout les différentes étapes qui sont passées par la lettre arabe en général et la lettre tifinaire. Et vous avez fait des recherches, dans ce sens, depuis de longues années. Hein. Ah oui, depuis 2007. J'essaie de faire cette recherche et de fusionner beaucoup plus le symbole, le sigle et la lettre en général. Surtout même la lettre en arabe, j'utilise beaucoup plus le koufi maghrabi, le koufi qirawani de la région, quoi, le Maghreb en général. D'accord. Ouais. Et vous travaillez sur de la toile exclusivement? Oui, bien sûr, sur la toile. Bon, comme tout le monde, comme tout artiste algérien, j'essaie d'utiliser malgré qu'il y a une pénurie
La toile, en général, en Algérie, Il y a une on a des pénurie difficultés. actuellement. Il y a une pénurie. Vous n'arrivez pas à trouver le matériel? Oui, surtout la toile, la véritable toile. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, il y a des qualités, il n'y a pas la meilleure qualité, mais on essaye avec. On l'achète un peu, c'est un peu cher, mais on essaye. On y va avec. Les artistes sont confrontés à ce genre de situation, ce genre de problème. Ça fait quelque chose. Vous qui êtes galeriste en contact permanent avec les artistes à Memio. Oui, c'est vrai, déjà, il n'y a pas beaucoup de magasins pour tout ce qui est fourniture d'art plastique. Ouais. Donc, par exemple, il y a juste, mis à part la chaîne Techno ou bien la Plume qui est le plus ancien, qui se trouve à Riyad El Fath. Déjà, c'est ce qui est drôle parce que tous les artistes de tout le patrimoine algérien, ils viennent chez lui, justement, pour acheter leur fourniture. Donc là, c'est vraiment un souci de ne pas trouver ce qu'il faut. Il n'y a pas, dans ce sens-là, il n'y a pas. Et dans certaines villes, certaines villes sont encore plus dépourvues. La capitale est quand même. Oui, voilà. Bon, vous la êtes chance d'avoir ces absolument petits points de vente, de repères. Vous êtes à. Bon, heureusement que vous êtes à Indefla, vous n'êtes pas loin. Hein. Vous êtes à 2 heures de route à peu près. Il y a quelques boutiques aussi à la capitale, mais sinon, en dehors d'Alger, il n'y a pas. D'accord. Mais même les différents de. Enfin, la peinture aussi, c'est. Pour trouver les couleurs que je cherche, c'est difficile. Parce qu'il y a des numéros dans l'acrylique. Oui. Et vous travaillez surtout sur les couleurs, avec des couleurs chaudes. Oui, justement. Vous travaillez, on va le voir tout dans un petit moment. Mais si on s'attardait un petit peu sur votre parcours, avant de voir le reportage, Mohamed Smara, vous avez, donc, je le disais tout au début de notre entretien, vous êtes inspecteur et professeur en éducation artistique. Oui. Alors cette passion pour l'art vous est venue dès votre jeune âge, j'imagine, et vous êtes orienté vers cette voie. Oui, justement, parce que j'ai eu la chance de voisiner, d'être voisin d'une maison de culture à un moment donné, une maison de jeunesse. Ouais. À un moment donné, et comme je me suis impressionné par plusieurs animateurs qui faisaient de la peinture, ce monde, pour moi, c'est un monde différent. Et comme j'habite un petit village rural, il ne goûte pas vraiment la peinture. Mais j'étais impressionné. Malgré mes études, j'étais scientifique. J'avais ce penchement vers la peinture. À l'âge de 17-18 ans, après le lycée, je me suis inscrit dans l'ITIE, l'école de formation des professeurs artistiques. Et vous avez fait une formation dans ce sens? Voilà, j'ai fait une formation au niveau de l'ITIE Khamis Miliana. D'accord. Alors là, je découvre ce monde, surtout les matières qui contiennent l'art plastique, telles que, par exemple, la perspective, le monde de la couleur, l'anatomie, les matières. Donc c'était des études académiques, Oui, ce sont des études académiques, mais pas vraiment approfondies, D'accord. Parce qu'on s'intéresse beaucoup plus au côté éducation. Alors j'ai essayé avec. Après, en 2003-2004, j'ai touché beaucoup plus la peinture. Et j'ai essayé comment dirais-je, d'imiter quelques artistes réalistes, tels que après, je me suis impressionné beaucoup plus par l'impressionnisme. Et j'ai vu ces tableaux tels que je me suis impressionné beaucoup plus de Sisley, de Manet. Après, l'expressionnisme. D'accord. Ouais. Et ensuite, vous vous êtes dit, on va essayer de trouver son style, sa voix, et vous êtes allé vers ces recherches-là. Voilà. Et, enfin, chaque artiste de ça, enfin, l'artiste, il doit. Le reflet de son environnement. Voilà, le reflet de son environnement. Donc, vous avez besoin d'un repère identitaire. Oui, d'un repère. Alors, j'ai pris nos rites, comme richesse. C'est un pays riche des Bien sûr, et comment? Alors, j'ai profité de cette richesse et j'ai essayé de me. Comment dirais-je, de me distinguer avec mon travail, une technique, un travail
On voit un peu le résultat de ce terreau. Oui, ce qu'il bien a apporté à sûr. notre On va aller artiste. faire un tour Avec à la plaisir. galerie Mohamed Rassim, avenue Pasteur. On va découvrir le travail de Mohamed Smara. Donc cette exposition qui a pour titre générique Méditation. On y va, on regarde. Méditation, c'est l'intitulé de cette exposition. Une exposition signée par l'artiste peintre Mohamed Smara. Sur les 6 mètres de la galerie Mohamed Rassim, une trentaine d'œuvres d'art. Des œuvres d'art au travers desquelles l'exposant se laisse guider par sa ferveur artistique. Dans ce champ de créativité, Smara nous fait remonter dans le temps. À partir de ses lettres, il nous fait aussi traverser différentes époques. Ses recherches dans l'écriture, notamment le tifinaire, il les traduit dans ses peintures. Le tifinaire est omniprésent dans son travail artistique. Cet alphabet, il l'utilise comme élément plastique et occupe une bonne partie de la toile. Une toile où il introduit parfois la lettre arabe. L'écriture, c'est son thème de prédilection. Dans sa gestuelle, des signes et des symboles. Mohamed Smara s'intéresse de près à l'histoire du tifinaire. L'écriture et la peinture, un moyen de communiquer. Ce professeur et inspecteur en éducation artistique recherche et explore. Il donne un nouveau souffle au tifinaire. Entre tradition et modernité, Smara met en avant l'histoire de la culture amazighe. Identité, authenticité, dans un art qui met en valeur ce riche patrimoine. Un patrimoine à préserver et à sauvegarder. Dans son espace plastique, l'artiste utilise des couleurs chaudes. Un espace plastique où il introduit aussi des techniques mixtes. Dans ce mode d'expression, cet artiste originaire de Ain Defla semble pleinement se retrouver. À la force des doigts, il réalise ses œuvres d'art. Des œuvres d'art avec en toile de fond toute une gestuelle et une symbolique en action. Dans un langage émotionnel et intérieur, Mohamed Smara donne une touche artistique à l'écriture berbère. Il nous fait voyager dans l'univers de l'art et de la lettre. En fait, c'est bel et bien l'empreinte d'un peintre sur son œuvre. Une œuvre au travers de laquelle il ne manque certainement pas de transmettre des messages de paix. Pour les visiteurs de passage, Mohamed Smara se fait un plaisir de parler de sa démarche artistique. Passionné par cette forme d'expression, il fournit les explications nécessaires. Dans cette exposition, cet artiste peintre met en partage sa passion pour l'art, un art auquel il donne une dimension avec sa propre vision et réflexion. Méditation, tel est l'intitulé de cette belle exposition. Nous avons médité pendant un Tout moment à avec fait. vous, hein, Nassiba. Une belle exposition à visiter. Et puis en plus, c'est une galerie On qui a... entendait la mouche tourner. Hein, Oh. s'il y en avait une, non, il n'y en a pas, Dieu merci. Il y avait aussi il y a des touristes aussi qui sont passés le jour de mon passage. Il y Oui, avait des justement. touristes, on les a vus dans la galerie. Oui. Ça leur a énormément plu. On vous a vu, on a plein d'explications. Ils posaient beaucoup de questions aussi. Ouais, Vous justement, avez, ouais. C'était une visite guidée et par chance vous étiez là ce jour-là.
Justement, parce que, et comme j'avais beaucoup des difficultés à expliquer, surtout sur nos rites, et même ils me disent que notre religion a ce côté soufis, ce côté spirituel qu'ils trouvent dans les œuvres. En tout cas, je les ai vus très attentifs. Alors là, je vais poser une question à Amel Mihoub, si vous permettez. Bien sûr. Vous découvrez pour la première fois son travail à travers le reportage. J'imagine que ça va vous donner envie d'aller visiter la galerie. Et vous avez fait connaissance aussi, hein? Oui, tout à l'heure, dans les coulisses. Dans les coulisses. Ah, la bonne heure. Bonjour d'Algérie, c'est un espace d'échange et de rencontre. Hein? Tout à fait. Alors, le regard que vous portez sur son... Enfin, c'est vrai qu'il faut aller de près, regarder, visiter, mais là, à travers le reportage... ces quelques minutes, ce que je vois d'après ces œuvres, c'est qu'on retrouve tout ce qui est lettres anciennes, c'est-à-dire les anciennes civilisations. Donc là, on retrouve un peu, je pense qu'il a fait des recherches vers tout ce qui est civilisation punique et berbère. Donc il s'est beaucoup inspiré. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il représente vraiment l'identité algérienne. Parce que nous, on oublie toujours qu'il y a plein de civilisations qui sont passées en Algérie. Et là, avec le travail qu'il a fait, c'est qu'il a repris les signes, et sachant que je suis sûre qu'il a fait des recherches sur tout ce qui est signes, dans leur sens, ce qu'ils racontent dans l'histoire, avec une belle palette d'ocre, avec des couleurs chaudes, qui rappellent aussi notre sud, qui est très important parce que c'est la plus grande superficie d'Algérie et qui est aussi notre grande richesse. Donc, en quelque sorte, il a fait honneur au sud avec notre identité ancienne, punique et berbère. Tout à fait. Une belle palette aussi de sentiments et d'émotions, hein? Justement, parce que je sens que mon message est passé, surtout qu'elles comprennent ce que je voulais peindre. C'est l'identité avec ces trois dimensions. Notre patrimoine. Ouais, c'est notre patrimoine. J'essaie comment dirais-je, pour le spectateur ou quelqu'un qui regarde la toile, il se sent qu'il dépend d'elle, quoi. Là où il trouve l'œuvre, il se sent là où il trouve partout dans le monde. Quand il voit le tableau, il se sent qu'il dépend de cette civilisation, quoi. Ça veut dire j'essaye de donner cet aspect d'identité avec ces trois dimensions. Une identité, l'authenticité, une communion, je dirais, avec l'esprit des anciens. Absolument. Voilà. Sur un fond. Non, mais là, franchement, on se laisse emporter. On revient dans le temps. On remonte dans le temps à travers différentes époques aussi, différentes civilisations. Alors, vous qui êtes dans l'histoire de l'art, vous avez étudié l'histoire de l'art, mais à Paris, vous êtes galeriste. Très dynamique aussi, puisque vous avez ouvert la galerie Le Pan, qui se trouve au Centre des Arts de Riyad. Le fait, c'était en novembre dernier, si mes souvenirs sont bons. Vous êtes à la 4e, 5e expo. 5e exposition, c'est un exploit là, hein. Très, très dynamique dans son boulot de galeriste. Et vous avez, on va rappeler quand même ce que vous avez fait comme étude, si vous le permettez. Oui, bien sûr. Donc, j'ai fait une année d'école des beaux-arts de Tipaza. Ensuite, j'ai fait art plastique. Je me suis plus spécialisée dans tout ce qui est théorie en histoire de l'art à l'université Paris 8. Paris 8. Oui. Et là, vous êtes dit, je vais tenter l'aventure, je vais ouvrir une galerie d'art. Vous êtes passé d'abord, vous avez travaillé à titre privé dans des galeries d'art. Voilà. Donc, et aujourd'hui, vous avez votre propre espace et vous êtes à la 5e exposition. Oui. On les a pas ratés en principe. Non, on a été fidèles. Hein. Oui. Merci. Il y a eu Bouchta il n'y a pas longtemps, le céramiste qu'on salue, c'est nous regarde ce matin. Il y a eu la japonaise. Donc au départ, j'avais commencé avec le groupe collectif. J'ai eu l'honneur d'exposer certains grands noms de la peinture algérienne. Oui, une collective. Parmi les anciens. Parmi, il y avait Sergoua. Il y avait Sergoua, il y avait M. Bourdine, il y avait Abdelhadi Talbi, il y avait Yasmina Sardoun, Madame Dahal Jahida Wadef aussi. Oui, non, Jahida Wadef, c'est à la deuxième expo. Donc c'était un collectif aussi de 5. Par la suite, il y avait la gravure. Donc on a rendu hommage en quelque sorte à la gravure parce que c'est pas un art qu'on entend souvent parler en Algérie. La lithogravure. Voilà, donc
j'ai eu Avec l'honneur aussi Mayuka, vous vous avec souvenez une japonaise. Je me rappelle très bien. Et Oui, voilà. oui. Il était accompagné de son époux Son pour faire époux aussi. la traduction, très sympathique. Ce qui est il vit en intéressant, Algérie. c'est qu'elle a un grand bagage. Donc, elle a 15 ans d'expérience de gravure, qui est diplômée d'art graphique à Nagoya, aussi à Paris, à l'école de Dijon. Donc, et là, je suis... Et là, la prochaine, c'était Bouchetta, justement, vous et êtes... là, Et là, il y a eu Bouchetta aussi, Voilà. le céramiste, qui est peintre, céramiste, il y a plusieurs On casquettes. avait hein. tout, Ouais. plusieurs Très techniques belle dans exposition l'exposition. Elle aussi était de une expo Bouchetta. très très riche Absolument. de patrimoine aussi, parce qu'elle représente beaucoup le patrimoine algérien, mais de la Kabylie Dans au toute sa sud, diversité. dans toute sa diversité, exactement. Il a rendu hommage à toute l'Algérie. D'accord. Déjà, et là, la prochaine, une nouvelle on est pressé aventure. d'en savoir plus. Oui, là, Sur cette c'est une nouvelle exposition. aventure, c'est les étudiants des Beaux-Arts. Les étudiants sont à Oui. l'honneur. Et ils sont à l'honneur, donc de la première année à la 5e année, sachant Les qu'on étudiants a... des Beaux-Arts d'Alger, parce D'Alger, qu'on oui. a Sachant plusieurs qu'on a écoles, une seule hein. école supérieure Oui, qui se l'école- trouve à Donc c'est Alger. l'école supérieure qui sera à Voilà, l'honneur. exactement. Enfin, les étudiants. D'accord. Parce que c'est à titre personnel. Oui, c'est enfin, les c'est les étudiants. étudiants oui. de l'école supérieure des Beaux-Arts. Voilà. Vous les avez contactés personnellement. Ben, en fait, j'en Voilà. connaissais C'est un choix quelques-uns. courageux quand même, hein. C'est Oui, pour une nouvelle oui, galerie, c'est un galerie, choix absolument. courageux. Tout à J'en fait. connaissais Donc, quelques-uns absolument. et je voyais leurs travaux Évoluer. évoluer exactement. Et au départ, j'avais commencé avec 5 étudiants. Ils m'ont dit est-ce qu'on peut faire une expo? Je dis pourquoi pas. Et là, ils seront combien dans votre équipe? Là, on est à 43. 43, donc Oui. je suppose Sachant une qu'ils œuvre, sont 200 et quelques étudiants à la base. une œuvre, de toute l'école. une œuvre par Une œuvre chacun. artiste, Oui. par rapport Et à on l'espace a des toiles, on a des aquarelles, il y a de la miniature, enfin chacun aussi. La sculpture le support. aussi, la sculpture. Oui, il y a de la La sculpture sculpture. aussi, il y a de l'art digital, il y a du pop art, il y a avec d'autres matériaux, enfin avec du métal, il y a de tout. Donc ça sera une belle exposition, très contrastée, au style varié. Ben, en fait, la Il y en façon aura qu'on pour a- tous les goûts en fait. hein. Il y aura de tous les goûts, mais c'est un seul thème. Parce que j'ai laissé les Ah, étudiants d'accord. justement Donc, c'est un seul choisir thème. leur Le thème. thème, Donc c'est lequel par vote, ils ont fait un débat et moi D'accord. j'observais. Voilà. Et ils sont arrivés au fils du peuple, Ibn Shab. Ibn Shab. Ah bah voilà, le je fils vois du- justement Voilà. l'affiche. Et ce qui est on la intéressant, voit là, on la voit. Ouais, 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 je on l'ai va la vu. voir dans un petit moment. oui, on et ce le qui est voit, intéressant en l'affiche. fait, déjà même l'affiche, Oui. c'est eux qui ont fait la conception. Parce que j'ai des étudiants en art graphique qui exposent aussi. D'accord. Donc ils se sont vraiment impliqués, ils sont motivés, donc de la chance qu'ils ont d'exposer. Donc même l'affiche là quand vous voyez, moi au départ j'avais opté pour leurs travaux qu'on met en avant. Oui. Et là, Mais il y a un des futurs artistes, des étudiants des Beaux-Arts, qui est photographe, qui prend des photos. Donc il a D'accord. pris une belle photo Oui. de la sculpture Vénus de Apollo Belmondo, sachant que c'est un étudiant qui était étudiant à l'école des Beaux-Arts à l'époque, en architecture. C'est un Italien qui vivait ici en Algérie, qui était par la suite prof à l'école des Beaux-Arts de France. Donc ils l'ont pris comme un signe, qui les représente. Et déjà même la D'accord. conception de l'affiche, il y a 3 étudiants qui ont travaillé dessus. Et je trouve que pour des étudiants, c'est un excellent résultat. Absolument. Donc c'est une Voilà. exposition très très prometteuse. hein. Très très prometteuse. Et puis même, il y aura même une performance artistique le jour du vernissage. D'accord. Très Ok. bien. On Voilà. sera présent. Ah bah, On sera marhaba présent, bikum. Inch'Allah, on sera présent. Inch'Allah. Ça va se passer ce samedi. Alors, ça va se passer ce samedi, le 4 mai, à Riyad El Fath, au Centre des Arts. Et c'est à partir de 15h, à la galerie. Vous y serez peut-être. Inch'Allah. Puisque pourquoi pas. en ce moment, Pourquoi pas, avec plaisir. votre actualité fait que vous êtes à Rassim et vous êtes aussi à Blida. Ouais, Puisqu'il y a une justement. exposition collective organisée par une association de peintres de Blida. Vous êtes présent en ce partout, moment de toute l'Algérie. Oui, oui, quoi. non, c'est une association Ouais, c'est une association, régionale, ouais. mais qui a organisé une Organisé exposition cette à l'échelle expo, nationale. Vous exposez depuis le vernissage. Enfin, c'est pour aujourd'hui. Ah, le vernissage, c'est aujourd'hui, d'accord. On voit aujourd'hui, super. Très Le bien. vernissage, c'est aujourd'hui. Et on sait aussi que vous êtes très actif. Vous êtes toujours dans le mouvement associatif. Peut-être qu'il faut donner quand même l'adresse pour oui, ceux qui nous pourquoi suivent pas. ce matin, qui seraient à Blida et Oui, qui aimeraient découvrir. Bien sûr. Le Ça se passe centre où commercial, je crois. Centre commercial de. En plein centre de Oui, oui. Bebsept, Bebsept. puis Ah, Blida, Blida. donc en plein centre-ville. En plein centre-ville. En oui. plein centre-ville. Donc le vernissage aura lieu cet après-midi. Voilà. Vers 13h, je crois. D'accord. Ah, plutôt 15h. À 15h. Ouais. Et que devient le salon que vous organisiez régulièrement à Indefla? Bon, j'ai pas eu le plaisir et le bonheur Oui, d'y cette assister, année, mais oui, c'était passé cette année. chaque année, vous êtes président d'une association? Oui.
Non, je faisais commissaire du salon chaque année, mais j'espère cette année que ça Elle aura lieu. Inch'Allah. Bon, et j'espère aussi que j'y serai, Inch'Allah. Inch'Allah, je vous On croise les doigts. On croise les doigts. On rappelle aussi donc le rendez-vous de l'exposition. Oui, donc Fils du Peuple, exposition un collectif des étudiants des Beaux-Arts, donc samedi le 4 mai à partir de 15h. Rendez-vous pris. Voilà. On rappelle aussi votre exposition Galerie Racine, allez-y. Elle est en cours. Elle est en cours jusqu'au 23. Jusqu'au 23 mai. Alors, voilà, ça bouge dans le domaine des arts plastiques. Que du bonheur pour les artistes et les plasticiens. Et les amateurs d'art, les collectionneurs. Merci beaucoup Nassiba. Merci beaucoup. On attendra avec impatience votre retour mardi prochain. Inch'Allah. Merci également à vos invités. Merci. Voilà, Amel Mihoub et Mohamed Smara. Merci d'être parmi nous ce matin. Merci. Et puis vous qui êtes avec nous, on continuera de parler d'héritage, de patrimoine, de savoir-faire dans notre émission. Avant de retrouver notre invitée suivante, chercheur en anthropologie, je vous invite à suivre ce reportage qui nous emmène droit vers Goléa. Et c'est signé donc par notre collègue Souad El-Khrouh. Souad El-Khrouh qui nous fait découvrir une très belle église. Au nord de la ville d'El Mnira se dresse majestueusement l'église Saint-Joseph, édifiée il y a près d'un siècle. C'est aussi un lieu où s'entretiennent des liens de solidarité entre les communautés chrétiennes et musulmanes. L'église n'ouvre que quand il y a des cérémonies ou quand il y a des groupes des pèlerins ou des touristes qui veulent venir le voir. L'église demeure parmi les exemples concrets de la cohabitation et du vivre ensemble. La présence des chrétiens parmi des musulmans, à mon avis, est importante. Ce n'est pas ce que nous faisons, l'important c'est ce que nous soyons. Soyons ensemble, on se rencontre, surtout les sœurs, les pères, les frères qui vivent à long terme dans le milieu de la population. Donc ça nous permet de se connaître mieux. Nous, évidemment, nous adoptons quelque chose de la culture du pays. On connaît assez bien les religions, les différences les uns les autres. Et c'est toujours dans le respect et l'amour du prochain qui est l'essentiel de se vivre ensemble. Édifié près du tombeau du père Charles de Foucault, le site constitue une halte pour de nombreux touristes qui font escale dans les régions d'El Mnira, celles du Gourara et de Touat. Il y a une vraie authenticité, on a traversé des villages qui sont depuis plus de 800 ans quasiment les mêmes, construits à l'identique, avec les mêmes traditions. Et ça c'est quelque chose qu'on trouve pas en France déjà et je pense dans peu d'endroits dans le monde. On continue notre périple et puis on va rester je sais pas, quelques heures ici avant de descendre sur Timimoun, quoi. Mais en tout cas voilà, c'est sympa de voir le sable, ça dépayse, donc ça fait du bien. La paisible oasis d'El Mnira aspire à renforcer davantage ses infrastructures touristiques afin de pouvoir rivaliser avec les autres oasis du sud algérien. Et le Sud, elle en connaît un bout. Il s'agit de notre invitée suivante. Il s'agit de Wiza Galès. Bienvenue. Bonjour, merci de m'inviter. Bienvenue. Donc, vous avez sillonné le Grand Sud et aussi le pays dans différentes wilayas. Vous avez été en qualité de chercheur permanente en anthropologie au centre de recherche, le CNRPH. Donc le centre de recherche Centre national de recherche en préhistoire, anthropologie et histoire. Et le dernier ferme la porte. C'est vrai, tout à fait. Vous n'êtes pas que cela, vous êtes docteur en philosophie. Voilà, c'est ça. Voilà, vous avez d'abord été docteur en philosophie, vous avez enseigné pendant une quinzaine d'années à l'université, et puis vous êtes aussi détentrice d'un diplôme en management. Ça vous donne plusieurs cordes à votre arc. Vous savez, quand on a amassé les décennies dans la vie, oui, on a eu le temps de faire beaucoup de choses. Ah, on n'a pas l'impression, en tout cas. Ça doit être dû à votre extrême activité mise au service du patrimoine, je dirais, depuis pas mal d'années, depuis une dizaine d'années. Vous avez axé votre recherche autour du patrimoine. Oui, en fait, ça a été par étapes. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien le mouvement. Je sors souvent, j'ai horreur des bureaux. D'ailleurs, j'ai fait une expérience de bureau. Très instructive, mais très harassante aussi, très ennuyeuse. Et donc, oui, par votre conséquence, je me suis dit, ce qui te convient, c'est d'être dehors, dans la rue, en train de discuter avec les gens et de prendre un petit peu, de glaner, comme on dit, l'info sur ce qu'ils savent.
Et là, pour ramasser le patrimoine, oui, j'adore ça. On a fait plusieurs wilayas. Certaines officielles, parce que c'est une demande de la wilaya elle-même qui veut inscrire ou classer pour certains avant même de classer, même. Inventorier. Voilà, le terme que je cherchais, c'est inventorier. Elle veut inventorier son patrimoine. D'autres, à l'initiative du centre, depuis que je suis au CNRPH, c'est donc à l'initiative du centre, parce que la société civile exprime le besoin de mieux identifier un patrimoine qu'elle aime. Je prends un exemple qui n'a pas été classé, parce que les exemples classés, c'est connu. Donc, je prends un exemple, la Zawiya de Seydi Abdelrahman. Oui. Ce serait bien de faire une fiche sur la Zawiya, mais ça, c'est le patrimoine matériel, parce que c'est le bâti. Mais pas uniquement, parce qu'il y a les chouyours, il y a la tariqa, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur, ziyara, il y a le mausolée, il y a les gens qui viennent. Tout ça, c'est le patrimoine immatériel. Parce que là où vous allez dans une zawiya, c'est toujours la même chose. Il y a un mausolée, il y a des gens qui viennent, qui tournent autour. Même quand il n'y a pas de mausolée, on invente un axe autour duquel on prie, autour duquel on tourne pour retrouver l'espoir. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais bon, évidemment, le patrimoine, c'est pas que les zawiyas. Dans les patrimoines, il y en a pas mal. C'est immense et c'est l'occasion justement. Nous avons un spécialiste à nos côtés. L'occasion justement de mettre les points sur les i pour ceux qui ne connaissent. Enfin, on a l'impression, les termes reviennent souvent dans la presse, dans les débats. On parle de patrimoine matériel, immatériel. Mais comment le patrimoine matériel, on ne va pas en parler ce matin. Il est clair. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est pas mon domaine. En plus, voilà. Enfin, donc, il n'est pas aussi clair que ça, hein, parce que vous voyez derrière vous, est-ce que c'est du patrimoine ou pas? Les immeubles qui ont un siècle, qui sont en train de tomber en ruine, est-ce que c'est du patrimoine ou pas? Il y a toute une politique derrière aussi. Mais vous avez raison, on n'en parle pas. On va parler du patrimoine immatériel parce que c'est l'objet de vos recherches depuis une dizaine d'années. Donc, est-ce qu'on peut un petit peu montrer le panel vers lequel s'oriente cette appellation? Alors, je vais vous expliquer, je vais être très basique. Le patrimoine, il y a le naturel, c'est ce que la nature a donné, les arbres, les forêts, la mer et tout ça. Et le culturel, c'est ce que l'homme a fait. Ce que l'homme a fait de palpable, bâti, connu, identifié, visible, c'est le matériel, on n'en parle pas, on a dit. Tel que les Fougaras, c'est un peu les deux. Les Fougaras, c'est un peu les deux. Il y a surtout le monsieur de la Fougara qui, lui, c'est du patrimoine immatériel parce que si jamais il meurt et qu'il n'a pas transmis à quelqu'un d'autre son savoir-faire concernant les Fougaras, plus personne ne saura gérer une Fougara. Voilà. Il ne saura pas la construire non plus. Système d'eau donc la Fougara, quand on la voit, c'est du patrimoine matériel, mais quand on la construit, il faut que quelqu'un qui connaisse les Fougaras puisse en reconstruire une autre. Et ça tombe dans l'immatériel. Et c'est ça le chevauchement entre les deux. Parce qu'il y a un génie humain derrière. Voilà. C'est un calcul très précis par rapport à différents palmeraies. Donc ce système de partage des eaux et d'irrigation qui est extrêmement précis. Par contre, on ne le trouve pas que dans les Fougaras, c'est pas uniquement à Darar, on le trouve un peu partout dans le et partout dans la vie du désert. Oui, absolument. C'est l'homme du désert qui a eu le génie de créer ce système d'irrigation parce que l'eau est précieuse dans ces régions désertiques. Donc pour revenir à la définition du patrimoine, c'est d'abord, comme vous l'avez dit, le génie humain, ce qui est encore existant, parce que sinon ça rentre dans les musées, et ce qui est en péril. Quand on a cerné ces trois volets, on sait ce que c'est le patrimoine immatériel. Voilà, très bien. Donc tout récemment, docteur, avant d'approfondir et de parler de l'objet de votre dernière recherche, j'aimerais qu'on axe aussi sur l'anthropologie. On a vu, vous êtes docteur, vous avez un petit peu regroupé un nombre de connaissances. Ça ne rajeunit pas. Non, ne parlons pas d'années, parce que c'est surtout la consistance qui compte. C'est ce que vous avez accumulé comme savoir qui vous a permis justement de vous orienter vers l'anthropologie. C'est pas donné à tout le monde en fait. C'est un métier qui n'est pas très connu. C'est très sélectif, effectivement. Voilà. Les centres de recherche en général, c'est très sélectif. Et quel est le rôle de l'anthropologie par rapport à nous? Le rôle de l'anthropologie. Alors, il y a toujours... On s'inscrit toujours dans la dichotomie matériel-immatériel. Vous avez l'anthropologie physique qui concerne tout le patrimoine matériel. Et vous avez l'anthropologie culturelle, sociale, religieuse et tout ça, qui est une réflexion autour de ce patrimoine, autour de ces données humaines, autour de la vie humaine. Alors que vous allez me dire, qu'est-ce qui fait la différence entre la sociologie et l'anthropologie, mais aussi entre l'histoire et l'anthropologie, entre
la psychologie sociale et l'anthropologie. Eh bien, c'est parce qu'il y a toujours un spécialiste qui travaille sur un volet de la vie humaine. Je travaille sur la psyché psychosociale. Je travaille sur le sociologique. Moi, je ne travaille que sur les groupes. Moi, je travaille sur l'histoire. Les individus ne me concernent pas, c'est les événements qui me concernent. Donc, il y a une science, comme je dis toujours, bon, comme je suis de formation philosophique, vous l'avez dit, donc je m'en glorifie. La philosophie, on l'appelle la mère des sciences. La mère des sciences, donc, toutes ces sciences-là, c'est les enfants de la philo. Et bien, l'anthropologie, c'est la petite fille de la philo. Ben voilà. Parce qu'elle est née de toutes ces sciences-là pour regrouper, pour converger vers un regard commun qui a en même temps cette divergence d'intérêt, cette divergence de regard, qui peut regarder l'homme, l'individu seul dans un groupe, avec son interaction dans le groupe, ce qu'il fait, ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Donc vous voyez, ça regroupe un petit peu toutes ces sciences de l'humain, les humanités ou les humanitaires, qui travaillent autour de l'être humain, dans une seule science qui s'appelle l'anthropologie. Et donc, j'ai été claire. Depuis quelques années, vous vous êtes libéré justement des bancs de l'université. Oui. C'est bien. Oui. Vous avez d'abord opté pour une petite période où vous avez eu un cabinet de consulting. Et puis, vous vous êtes orienté aussi dans la recherche par rapport à ce patrimoine, à ce legs ancestral immatériel. Et dans ce sillage, et grâce à vos connaissances, tout récemment, vous avez été porteur de projet. Un projet très intéressant pour le Maghreb. C'est un projet vraiment qui est à l'échelle maghrébine. C'est le classement du dossier du couscous. On en a parlé et je suis ravie de savoir qui est cette fourmi ou cette abeille qui est derrière. Disons que c'est une ruche. C'est une ruche, mais vous faites partie justement des abeilles les plus on était 4 abeilles en fait. Il y avait une abeille d'Algérie, une abeille du Maroc, une abeille de Tunisie, une abeille de Mauritanie. On a travaillé là-dessus, c'était très très passionnant parce que ça nous a permis de visiter aussi les pays, de goûter à leur couscous. Ah bah oui. Le nôtre c'est toujours le meilleur parce que, et puis dans toute l'Algérie, le meilleur c'est celui de ma mère, n'est-ce pas? Absolument. Et donc c'est pour ça que le couscous algérien c'est le meilleur. Je ne vais pas du tout vous contredire. C'était une expérience très très passionnante. Avant ça, j'ai travaillé aussi dans d'autres dossiers. Je travaillais sur le dossier du rail, et puis tous les autres dossiers je touche régulièrement parce que quand le dossier est classé, c'est pas fini, hein. C'est un début. Puis après tous les temps d'années régulièrement, on va dire. Il faut faire la mise à jour du dossier, donc il y a quelqu'un qui fait tout ça. Et puis il faut aussi former la société civile, parce qu'une fois qu'on a classé un élément, il faut savoir pourquoi on l'a classé. Maintenant, qu'est-ce qui est attendu de nous, les chercheurs, de l'État algérien et de la société civile, porteuse, la vraie porteuse de ce bébé qui est le couscous ou la fougara ou ce beiba ou autre chose. Donc tout ça, il faut les former. Parce que les gens, croyant bien faire, ils rajoutent des éléments nouveaux, ils rajoutent des épices nouvelles. Oui, alors il faut savoir que le patrimoine n'est pas rigide, il est flexible, il change tout le temps, mais il ne faut pas qu'il change trop non plus. Voilà, il faut quand même garder l'essence et puis faire les modifications. Voilà. Et puis ce que je voulais dire aussi, quand on classe un dossier, on ne classe pas une nourriture, ce n'est pas un livre de recettes. Donc on classe le savoir-faire, le savoir-faire, l'opportunité de naissance de cette tradition, ce qu'on en fait aujourd'hui, les événements qui l'accompagnent, les événements qui sans lui ne sont plus des événements. Je donne un exemple, le mariage sans couscous, c'est pas un mariage. Ça ne vaut rien. Peut-être ça vaut un tout petit peu. Une ouada sans couscous, ça ne vaut rien. Absolument. Voilà. L'arbérine d'un décès, du Djemal Allem en l'occurrence, parce qu'on a vécu, j'ai vécu dans ma chair parce que j'aime beaucoup Djemal. Et on a assisté, enfin, on a même on a été co-organisateur dans cet événement qui était le 40e jour. Et bien, s'il n'y avait pas eu ce couscous, il y aurait quelque chose qui manque. C'est le plat du partage par excellence. C'est le plat du partage, c'est le plat qu'on ne mange pas seul, c'est le plat qui réunit les gens autour de la joie, c'est le plat qui calme les douleurs, c'est le plat qui montre la tradition, c'est le plat qui accompagne l'évolution de la tradition, c'est le plat qui fait le lien entre le ciel et la terre. Enfin, on peut... ce serait bien de faire un dictionnaire que sur la définition du couscous, ça ferait à peu près 1000 pages. J'imagine. Voilà. Mais pour l'instant, donc le dossier a été préparé, ficelé
et déposé le 28 du mois de mars. Voilà, le 28 du mois Pour l'instant, on ne parle pas de classement, on parle de dépôt. Très bien. On a déposé le dossier et on espère justement qu'il sera retenu auprès de l'instance de l'UNESCO. L'UNESCO, donc, qui connaît des conventions diverses, des conventions ratifiées par les pays du Maghreb, dont le nôtre. Et depuis 2003, donc, ça a permis justement de mettre en valeur tout un pan de notre patrimoine, de notre héritage. Alors, avant de parler de notre héritage, je voudrais revenir sur la notion de convention. Avec plaisir. Parce que tout au début, en fait, la réflexion a commencé en 1946, rappel de 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on s'est dit, mais les guerres, elles vont détruire. Ce n'est pas les mêmes personnes. Hein. Celui qui détruit, il détruit, il continue à détruire. Et les humanitaires ou les humanistes ou les mécènes ou autre chose, ils veulent quand même conserver quelque chose de l'esprit humain. Ils se disent, mais ces guerriers et ces hommes qui adorent la guerre, ils vont tout détruire. Il faut trouver un moyen de protéger ce qu'on peut protéger du patrimoine humain. Et donc, ils ont commencé à réfléchir. Et c'est seulement en 1972 qu'ils ont pu réunir le maximum d'États pour s'entendre sur une convention qui s'appelle la Convention 72, qui est la protection du patrimoine. Mais du coup, celle-là, elle concernait surtout le patrimoine humain, les immeubles et tout ça. Et les patrimoines matériels, je veux dire. Oui. Et la réflexion a continué. Et puis, en 2003, naît une nouvelle convention, c'est celle-là qui nous intéresse. Les États se réunissent, mais c'est toujours les États, hein, parce que c'est eux qui font la guerre aussi. Les États se réunissent pour définir une autre forme de convention qui, elle, va mettre en jeu le patrimoine humain. Alors, on dit toujours, quand on enterre un homme, un vieux, c'est une bibliothèque qu'on enterre. C'est une bibliothèque qui voilà, c'est des choses comme ça. Pour certains. Oui. Et donc, tout ça, il faut récupérer cette matière avant qu'elle disparaisse totalement. En 2005, on s'est dit comment récupérer cette matière. Quand on l'a récupérée, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, autre convention, autre texte juridique, il faut faire une base de données. La base de données, elle va regrouper tout ça. Et en Algérie, nous avons une base de données. Nous sommes en train de l'alimenter petit à petit. Vous savez, avec les instabilités, les diverses instabilités que nous savons, les divers blocages que nous savons, les divers blocages déjà au niveau politique, parce qu'on n'a pas toujours le choix de faire ce qu'on veut. Et puis, les divers blocages, tout simplement, dans l'ignorance. Nous avons des représentants, je m'excuse de ce que je vais dire, nous avons des représentants qui ne savent pas toujours quelle est leur mission. Comment on fait, qu'est-ce qui définit un patrimoine, qui est le vrai détenteur du patrimoine, on ne l'a pas toujours su. Qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine une fois qu'il est classé, une fois qu'il est inventorié, on ne l'a pas toujours su. Donc il y a un manque flagrant d'interdisciplinarité en Algérie que je n'ai pas vu ailleurs. Même dans les pays africains les plus élémentaires, qui vivent vraiment de rudiments, il y a un semblant de pluridisciplinarité. Lorsque j'ai produit quelque chose, je le donne aux écoles, les écoles l'appliquent, je le donne aux universités, ils créent un département, etc. Mais nous, on n'a pas ça. C'est-à-dire ça reste à l'échelle de l'écrit. Ça reste dans des tiroirs. Voilà. Dans les tiroirs. Maintenant, c'est des tiroirs magnétiques. Les recommandations. Et les autres aussi ne cherchent pas. Je ne jette pas la pierre sur le ministère de la Culture, mais les autres aussi ne cherchent pas. Parce que nous sommes rigides, on a des programmes qui sont faits en haut lieu, dans un lieu qui s'appelle Hidra et qui doit concerner tout le monde, à Adara, à Timimoun, à Borj, à Margulis, à Debdeb, à Ohanet. C'est des endroits que je connais. Oui, ce sont des endroits que vous avez mentionnés. Oui. Et donc, quand je rencontre déjà Ina Mena, je lui dis, qu'est-ce que tu connais de la musique? Elle m'a dit, non, moi, je ne veux pas faire de la musique. C'est quoi le solfège pour moi? Je veux faire l'ahlil. Mais il a raison. L'ahlil, c'est un patrimoine humain, c'est-à-dire dans le sens universel, voilà le terme que je cherchais. C'est un patrimoine reconnu comme patrimoine universel. Et on n'arrive même pas à l'instaurer dans une école de Hadrar. Oui, et c'est vrai qui sont les producteurs. La population a des manifestations authentiques qui font que ça soit préservé, parce qu'ils tiennent à ce patrimoine. L'ahlil est très bien conservé parce qu'il y a une transmission qui se fait naturellement dans cette région de justement, cette transmission, il faut aider en amont et pas en aval. C'est ce que j'avais dit à Wally. Un jour, la modernité fera qu'il risque d'y avoir interruption de la transmission. Il y a toujours modification, mais il ne faut pas trop modifier, et pas d'un seul coup. Tout à fait. Voilà. Mais il faut laisser les choses évoluer naturellement. Il faut aider en aval, en amont, pas en aval. C'est comme pour la Sveiba, je comprends parfaitement, parce que les élus locaux de la région de Djanet, par exemple, pensant bien faire, balisent un terrain qui jadis était occupé de façon très naturelle. Et ça crée un petit peu des petites tensions pendant d'ailleurs, c'est plus les élus qui ne sont pas locaux, parce que c'est plutôt le Wali et tout ça. La fluidité de ce mouvement, le naturel et l'authenticité de cette procession
qui est une procession tout à fait naturelle, qui ne doit pas avoir des intrus. C'est vrai que c'est bien de faire une ouverture qui ne officielle. doit pas être gérée officiellement. Voilà, et l'ouverture officielle avec justement ce qui se fait ailleurs, mettre des scouts en avant alors que c'est la SPEIBA qui doit être mise en avant, ça aussi c'est vrai que c'est choquant. Et c'est vrai que voilà, c'est le rôle de personnes comme vous qui vous mettez en avant pour justement informer, former aussi également. Vous l'avez fait aussi à une période grâce à votre adhésion à une fondation, qu'on ne nommera pas. Qu'on ne nommera peut-être pas parce que je suis toujours dedans. Oui, donc grâce à cette fondation, vous avez mis justement à profit vos connaissances managériales et vous avez inculqué un nombre de notions, une formation qui a aidé. Oui, c'est un accompagnement en amont. Oui, racontez-nous cette expérience. Donc les sociétés locales, c'est des sociétés... Non, avec la fondation, je suis partie dans toutes les wilayas, j'en ai fait 40. Très bien. Voilà. Donc on va sur place, on réunit des présidents d'associations ou des représentants d'associations et on les forme sur la façon de recueillir l'information. Pour le reste, le patrimoine, c'est le leur. On n'intervient pas dedans. Justement, il ne faut pas intervenir. Ni un élu, ni un nommé par décret, ni un chercheur. C'est eux qui portent le patrimoine. Nous, on passe pour récolter ce qu'ils savent et uniquement ce qu'ils nous disent et de la façon dont ils nous disent et surtout dans la langue dont ils nous le disent. Et après, on leur explique qu'il ne faut pas rajouter trop d'input pour que le patrimoine ne se sente pas modifié totalement, ne se sente pas transformé. Je prends l'exemple d'une musique quelconque. On veut bien rajouter une guitare, mais ce n'est pas le patrimoine authentique. L'exemple du couscous, on peut faire 4 ou 5 viandes, mais ce n'est plus le couscous primaire, c'est un couscous qui devient royal, c'est plus un couscous du peuple puisqu'il devient royal. Et donc, expliquer ce genre de choses, rassembler l'information avec les matériaux d'origine et avec les éléments d'origine. Après, libre à eux de faire ce qu'ils veulent, évidemment, parce qu'il faut qu'ils fassent rentrer de l'argent. Un chanteur, il faut qu'il chante les choses que les gens aiment. Si vous prenez aujourd'hui un chanteur raï, le dossier du raï m'a réconcilié avec le raï quand j'ai participé au dossier, mais il y avait des instruments très élémentaires, il y avait le glal ou le gspar. Et puis maintenant, on a des instruments de musique très sophistiqués, mais le raï, c'est extraordinaire. L'âme du raï reste, parce que comme le raï était d'abord pas très aimé par ces gens-là, dire Abrel, on s'y est pas beaucoup intéressé. Et il a pu évoluer naturellement et c'est resté le raï avec tous les instruments qu'on a rajoutés. La transmission se fait à travers les générations de façon naturelle. Nous avons aujourd'hui toujours des jeunes qui ont 20 ans qui chantent le raï, mais le raï, il a 100 ans. Absolument. Et quand il a commencé par des personnes qui n'étaient pas très jeunes. Le raï, aujourd'hui, se chante dans les stades par des gens qui font des études et tout. Quand il a commencé, c'était des bergers. Mais il a évolué si naturellement que son âme est restée, son esprit est resté. En tout cas, on en parlera avec beaucoup de plaisir. Moi, je vous réinviterai volontiers pour parler de raï. Et c'est très important d'en parler. Ça fera partie d'un... Le dossier n'est pas passé, hein, parce que quand vous... Oui, ça, c'est quelque chose, par contre, frustrant. Quand vous déposez un dossier à l'UNESCO, vous avez travaillé avec votre âme là-dedans, vous vous êtes investi totalement. Et puis, là, il manque une virgule, on vous rejette le dossier. Comme déjà, quand vous le déposez en 2019, il va être étudié en 2020, peut-être même vers 2021. On vous le rejette en 2021, c'est parti pour 2023. Donc, vous voyez où se trouve la frustration. Voilà, donc, c'est à cause d'une virgule à gauche ou enfin, en fin de phrase ou au milieu de phrase qu'on peut j'exagère un peu, je caricature, mais vraiment pour des questions techniques, parce que vous avez répondu à une question dans le R2 au lieu de répondre dans le R4, la même question est reposée, mais il faut l'entreprendre autrement. Et là, c'est pour ce genre de technicité, on vous rejette un dossier pour un élément qui est en péril et qui est en danger et qu'il faut agir rapidement. Donc moi, je dis toujours, est-ce qu'on a vraiment besoin que le dossier soit accepté par les bancs de l'UNESCO pour qu'on puisse agir?
Il faut agir pour notre patrimoine parce que c'est d'abord notre patrimoine, c'est pas le patrimoine de l'UNESCO. Oui, l'UNESCO permet un classement à l'échelle universelle. Oui, en fait, c'est une ça visibilité, une visibilité dans le monde. Donc, mais déjà, à une échelle locale, c'est très important d'en parler et d'avoir les outils pédagogiques, les outils scientifiques nécessaires pour les outils, nous on les porte, on les a, mais il faut que les élus bougent, il faut que la société civile, c'est-à-dire les associations, les notables, les porteurs de projets, les gens qui sont sur place dans chaque lieu, il faut qu'ils sachent que c'est leur patrimoine, qu'ils sont les premiers concernés, il faut qu'ils le protègent et qu'ils nous appellent s'il y a problème. En tout cas, c'est le message qu'on retiendra avec vous. Okay. Donc, Madame Louisa Galès, merci. Donc, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes doctorant en philosophie et puis chercheur en anthropologie au CNRPH, EPI également, et beaucoup de choses, beaucoup de cordes à votre arc, de petites, je dis, alors pas fourmi ouvrière, vous n'aimez pas, donc on l'a dit, vous êtes une abeille et on compte sur vous pour le reste des travaux du miel. En faveur, pour du miel, en faveur peut-être du rail et d'autres pans de notre patrimoine immatériel. Sans problème, je suis à votre disposition. Merci infiniment. On continue aussi de parler d'un outil, cette fois-ci, mesdames, messieurs, un outil justement qui permet d'emmagasiner des connaissances, qui permet aussi de transmettre des connaissances. Il s'agit du livre, mesdames, messieurs. Et notre collègue Amel Bouaqba a été visiter une exposition abritée par le Bastion 23, une exposition initiée par des étudiants. Voyons un petit peu de quoi il retourne. Lis un livre et fais-en don, c'est l'initiative inédite lancée par l'association Khair Shabab d'Oran via les réseaux sociaux. Le principe est simple et porteur. Cette expo-vente organisée au Palais du Bey permettra de verser l'argent collecté grâce à la vente de vieux livres aux nécessiteux durant le mois de Ramadan. نديرو في لاباج فيسبوك نبدو نلمو الكتب على الناس نلونسو لا كوليكت ابخي الناس كان يطوعوا يمدوا لنا كان ميم جابوا لنا من الخارج جابوا لنا كتوبه راهم هنايا في ليكسبوزيسيون ويبدا ابخي كي نلموا الكتوبه نديروا ليكسبوزيسيون تاع ابخي لا كوليكت اللي نلموها تاع الدراهم نديروا بها قفه رمضان. L'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés ouvre ses portes à toutes les initiatives et aux associations. Notre but est de rapprocher la société civile des sites culturels et historiques. Une initiative à la fois culturelle et solidaire qui a suscité l'engouement du public, friand de livres et de patrimoine culturel. L'événement a été Facebook ou Instagram, donc j'ai décidé de venir. Mais c'était très intéressant parce qu'ils vendent des livres ou à prix bas. Tenez qu'il y a une exposition de les peintures. En plus, un palais, genre un lieu touristique. Donc. Voilà, surtout l'endroit où les fait est très intéressant. Une petite visite les lieux, très intéressant. Facebook, les amis تاوعي انفيتاوني ليه دخلت نشوف ديت لي زانفورماسيون لقيت بلي لقيت روحي انتريسي باسكو نبغي كتوبه و باسكو لازم نديرو الخير. Ce site chargé d'histoire s'est transformé en véritable espace de création artistique pour les étudiants de l'université d'Oran. Bien inspirés, ils ont donné libre cours à leur talent en peinture. Un événement qui tombe à pic pour promouvoir les sites culturels en ce mois du patrimoine. Et c'était là une exposition donc couverte par Amel Bouaqba qui nous a emmenés plutôt à Oran et non pas au Bastion 23. Donc c'était utile de le rappeler. Mesdames, Messieurs, donc Nabil Kitouni est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Ça va Nabil? Ça va très bien. En forme? En forme, ça va. La pêche? La pêche. Toujours à la pêche de nouveautés en matière de 7e art? Quand il y en a. Quand il y en a. La pêche nous a amenés vers un ciné-club ce matin, n'est-ce pas? Un ciné-club, vous le connaissez, c'est un ciné-club qu'on présente plus, Cinuvert. Tant il participe au rayonnement du 7e art, du cinéma algérien, par des débats, par une programmation riche, par des cycles proposés et tout. On le connaît, on va leur poser tout de suite la question, on va les présenter. Moi je connais, mais les téléspectateurs pas assez peut-être. Oui, bien sûr. Alors je vais les présenter d'abord les noms. D'abord les noms, voilà, on va commencer par les noms. Alors c'est Nabil. Nabil El Saed, cofondateur de Cinuvert. Khalil Madani, cofondateur aussi de Cinuvert. Cofondateur et animateur. Un peu au fourré au moulin. Il faut dire que je les connais, ça fait pratiquement 5 ans, 6 ans. Depuis le mois d'avril 2015, c'était pour
la programmation du cycle dramatique. C'était Las Ventrir, le film Mélancolia, je me rappelle bien. Je me suis dit, ouais, Las Ventrir, cycle Las Ventrir, proposé par des jeunes qui ont à peine 20 ans, 19 ans, qui s'intéressaient au cinéma. Et depuis, il y a plusieurs, ils passent de Visconti à Tarantino, proposant plein de cycles. Et là, on s'est intéressé, bon, il y a ce jeudi passé, ils ont fait salle comble à la Cinémathèque pour un film documentaire de Beria Menchir Levdoun, qui est Fragment de rêve. Voilà, un film coup de poing, sans fioriture, sur ce qui se passe en ce moment, voilà, le combat quotidien des Algériens et tout ce qui s'ensuit. Mais pourquoi s'intéresser à une programmation, je veux dire, ciblée algérienne actuellement? On a énormément, je pense, on a énormément de productions algériennes qui ne demandent qu'à être connues du grand public. Et malheureusement, avec l'absence, enfin, on ne va pas dire l'absence totale, mais le petit nombre de salles de cinéma ou la possibilité de projection pour les réalisateurs algériens. Donc, de notre côté, en tant que ciné-club, on cherche toujours à donner cette chance et l'occasion aux réalisateurs algériens de projeter leurs films, de projeter leur travail, venir en parler, surtout qu'ils soient professionnels ou bien amateurs, parce qu'on fait dans le long métrage classique, professionnel, mais aussi le court métrage pour les jeunes réalisateurs qui n'ont même pas... Majoritairement, c'est des autoproductions à la limite. Là, c'est justement la salle. On voit des images, voilà, la première salle, ça je m'en passe. Ça, c'était la deuxième. C'est la deuxième salle, voilà, c'était la deuxième salle, exactement, où nous avons quelques images. Voilà, il y a... C'est la bibliothèque communautaire qu'on a déplacée d'ailleurs. Elle existe toujours. D'ailleurs, c'est ça ce que je voulais dire, c'est Cinuvert, c'est pas simplement cinéma, c'est une bande d'amis, c'est une bande de copains. Avant tout. Avant tout, bien sûr, cinéma, mais autre chose. Il y a des débats, il y a des cycles, mais comment s'organise, je dirais, cette programmation? Comment on s'organise? Esprit, moi je retiens aussi en mémoire, mon Dieu, mes papilles, de très bons gâteaux qu'ils ramènent pendant les collations en amont. Les gâteaux, les boissons. Oui, et c'est vraiment convivial. Hein. C'est exact. Voilà, c'est ça, c'est cet esprit familial qu'ils ont su transmettre aussi. Et en plus, bon, il y a pendant vos projections, il y a des gens de renom qui viennent, il y a de grands réalisateurs, Marzak Alouel, de tout temps, ils ont fait leur petit bout de chemin. Et... Ça, c'est le logo de Cinuvert qu'on voit en... C'est le logo d'ailleurs qu'on voit, là, je ne sais pas si on arrive à faire un gros plan sur... Voilà, Cinuvert, voilà. Et justement, je veux dire, outre cet outil promotionnel aussi que vous faites aussi pour le cinéma algérien, pour intéresser, il y a autre chose, c'est comment choisissez-vous, c'est-à-dire la programmation? Est-ce que vous débattez entre vous? Est-ce que vous allez dire, voilà, cette fois-ci, c'est par rapport à l'humeur du moment, par rapport à l'actualité? C'est du cas par cas. Par exemple, quand on avait certains cycles récurrents, quand c'était un mois précis, par exemple, pour le mois, on faisait un mois de la femme, il y avait des cycles récurrents, et il y a d'autres cycles qui sont soit par rapport à l'actualité, ou par rapport à... Comme c'est une communauté, on a des suggestions du public, on a une sortie de film. Par exemple, quand on a fait le cycle remake, il y avait la sortie du film It, l'adaptation de Stephen King, la nouvelle version. On s'est dit, bon, ce serait l'occasion de faire le cycle remake. C'est-à-dire qu'on faisait un film original et un remake. Chaque séance on faisait une projection bien, différente. Ça permet de faire le parallèle. Oui, un équilibre, le parallèle et un équilibre. Mais comment voyez-vous votre travail par rapport au regard des autres? Déjà, je dirais pas que c'est vraiment un travail, c'est une passion. Avant tout, c'est une passion pour nous. Et on va dire qu'on se fixe une ligne éditoriale et un objectif. C'est qu'à la fin de chaque séance, chacun doit sortir avec une idée en plus ou bien une valeur ajoutée. Que ce soit nous ou le public. C'est ça vraiment notre... C'est vrai que le cinéma a toujours été, matière à débat, a donné lieu à une réflexion. Un film est bon parce qu'il a laissé une empreinte. Tout art en général, matière à débat. Ce qui est particulier avec le cinéma, comme on le dit souvent, c'est que c'est un carrefour des arts. Donc c'est ce qui nous a permis de faire des expositions et tout. On est un peu sorti du cadre du cinéma pour faire des expositions, pour faire des rencontres littéraires, tout ça, parce que tous ces composants existe déjà dans le cinéma. Exact, mais quand vous parlez de rencontres littéraires, c'est par rapport à, je dirais, à des films qui, ce que j'appelle ça, dans le best-seller, transformation du roman direct à l'écran, ou simplement littéraire, mais qui n'a rien à voir avec le cinéma ou la transcription visuelle. C'est les deux à la fois. Un événement, une rencontre littéraire thématique générale, on a ce qu'on appelle Human Books. C'est que chaque participant, chaque personne essaye d'incarner un livre qu'elle aime.
Et elle essaye d'en parler et donner envie aux gens de le lire et de le découvrir. Et on tombe souvent sur des films, sur des livres qui ont été adaptés en film. Donc de la littérature, on se retrouve toujours au cinéma. Actuellement, comme vous avez dit, vous l'avez si bien souligné tout à l'heure, d'une salle à une autre, là actuellement c'est la Cinémathèque ou une autre salle. La Cinémathèque. Vous êtes positionné à la Cinémathèque. À la Votre Cinémathèque. position actuelle c'est la Cinémathèque. Oui. Pour toute projection, pour... Et comment vous arrivez à communiquer? C'est toujours par Facebook, toujours par... Par Facebook, par des émissions comme vous. D'ailleurs, on vous remercie encore. Et encore une fois, c'est surtout la première personne à s'être déplacée, c'était Nabil à l'époque en 2014. Donc, on fait notre promotion à travers tout ça. Et principalement, oui, Facebook et les réseaux sociaux. D'après ce que j'ai pu entendre, ou peut-être que je me trompe, vous avez aussi une programmation liée au Ramadan aussi, dans la période du Ramadan. Ah, j'y avais assisté une fois. C'était très, très intéressant. Et comment on Et s'organise? c'est vrai qu'en marge, j'avais découvert une très belle revue à l'époque. C'était Papier Bavard, je pense, ou comment ça s'appelle? Je pense que c'était Ineffable. Ineffable. Ouais, je pense. Avant Ineffable, il y a eu une autre revue. Une autre revue. Bon, ça va me revenir. Allez-y. Je ne vous interromps. Allez-y. Pendant le Ramadan. Comment ça va? C'est l'hiver pendant le Ramadan. Pour la programmation du Ramadan, chaque Ramadan, on avait un programme particulier qui puisse répondre aux attentes du grand public, du plus grand nombre du public. Pour ce Ramadan, on va essayer justement de nous pencher un peu plus, on va dire à 100% sur le cinéma algérien. On va essayer d'avoir une programmation qui va offrir un certain équilibre entre tout ce qui est court-métrage et long métrage. Donc d'ailleurs, on va lancer... Excusez-moi, quand vous dites court métrage et long métrage, vous incluez aussi le film documentaire? Oui, tout ce qui est production algérienne, qu'il soit court, long, documentaire. Et là, d'ailleurs, on compte lancer un appel à participation pour tous les jeunes réalisateurs qui cherchent à se faire connaître, à faire connaître leur travail, à en débattre avec le public, de nous contacter pour essayer de les programmer durant le mois du Ramadan. Juste une dernière question plutôt, je dis, personnelle, parce qu'on dit passion, cinéma, et quand je dis travail, c'est par rapport à l'organisation, parce que quand il y a organisation, c'est un travail. Est-ce que vous n'avez pas une petite idée en tête de faire votre premier court-métrage, vous n'avez pas cette idée de tournage? Si, on a pas mal d'idées. De passer de l'autre côté du miroir, en quelque sorte? On a pas mal d'idées, ça mijote, on va dire. Vous êtes au stade du speech, de l'écriture, non? On va dire plus à l'écriture. De l'écriture? D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus face à... Ils ont du génie, ils sont rassembleurs, c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que pendant le mois de Ramadan, ça donne une plus-value, ça donne aussi un lieu, comment dire, c'est différent des concerts de Cherbi qui sont très, comment dire, un peu consommés, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour les artistes de cet art, j'ai beaucoup de respect, mais voilà, on a le privilège, grâce à Cinuvert, d'avoir un moment cinéma pendant Ramadan et de réfléchir. C'est apaisant, c'est excellent, moi je dis. Vous concernant, on pose souvent la question pour les films d'animation. Si, on a déjà. Oui, il y en a plein qui me disent, mais il y a eu quelques films d'animation. On a même programmé à 2 reprises. D'ailleurs, c'est un cycle qui est assez récurrent chez nous. C'est le cycle Japanimation. Ouais, c'est manga. C'est les mangas. Et avec tout ce qui est Miyazaki et compagnie, il y a matière à débattre. Peut-être la question s'articuler autour des films d'animation, ce que j'appelle Pixar et compagnie. Voilà. Pixar, c'est plus des blockbusters. Voilà. Il n'y a pas vraiment de débat derrière. C'est rare qu'on arrive à faire naître un débat réel. On peut par exemple faire naître un débat réel. Justement, quand vous dites blockbuster, en ce moment, ça n'échappe à personne. Ce qui fait, je veux dire, grand débat et qui prend tout en ce qui concerne, c'est les productions Marvel, les films Marvel. Oui. Ils arrivent à cumuler en l'espace de... c'est déjà le dernier Marvel Endgame, c'est 1 milliard déjà. C'est la fermeture du MCU. C'est la fermeture, mais tous les films Marvel, je ne parle pas des DC Comics, hein. Oui, je parle de Marvel, tout ce qui est Avenger, Iron Man et compagnie, c'est des films qui cartonnent au box-office. Et là qu'on parlait, est-ce que maintenant aussi, le film, on ne va pas vers ces films, j'ai dit, en tout cas, ils ont visibilité à la salle Ibn Khaldoun, en fait. Les sorties mondiales pour ces films-là nous parviennent justement. C'est quelques-uns, pas tous. C'est pas faire offense à la salle Ibn Khaldoun, mais il y a le problème du sang. Et voir ces films-là avec un sang qui n'est pas en adéquation de l'attente, encore une fois... Amal Almi vous demande s'il y a un film à proposer aux téléspectateurs. Il y a un film, il n'y a pas seulement un film. En fait, c'est un film, c'est une série. En une minute.
Ah ouais, on peut lancer la bande-annonce. On peut lancer les bandes-annonces. C'est True Detective, c'est une série policière. La 3e saison qui reprend les mêmes ingrédients que la première saison. La première saison que l'on connaît, c'était Matthew Conaway et Woody Harrelson. C'était la série phare, top. C'était à l'époque cette série et Breaking Bad aussi, les deux séries. La 2e saison, il faut le dire, c'était un flop. Et la 3e saison, on reprend les mêmes ingrédients. Et surtout, c'était voir cette série pour un acteur qui s'appelle Mahershala Ali. Un acteur qu'on va voir tout à l'heure aussi quand c'est la bande-annonce. Un acteur qui a été oscarisé en tant que second rôle pour le film Green Book avec Viggo Mortensen. Un film qui se passe pendant les années 60, pendant la ségrégation raciale. Ça reprend un petit peu les méthodes, si vous vous rappelez, on a vécu au début que c'était Mrs. Daisy sans chauffeur, parce que Viggo Mortensen joue le chauffeur. Bon, c'est une autre histoire. Mais pendant la ségrégation raciale, un artiste noir africain, c'est-à-dire pianiste, qui joue dans ces villes-là, et une amitié qui se lie avec Viggo Mortensen, un beau film. Et là, c'était la série tout à l'heure. Voilà. Merci. Vous avez réussi à le faire en 1 minute. Merci. True Detective, voilà. Excellent. Merci également donc à nos invités, Redouane Khalil Madani et Nabil Aïd Saïd. Merci à vous. Voilà. Longue vie à Cinuvert, je dirais, pour finir. Et merci à ceux qui suivent fidèlement nos éditions de Bonjour d'Algérie. Passez une excellente journée.